L'odeur de chair en décomposition était si forte que même les serviteurs expérimentés vomissaient devant le roi. Des chiens léchaient les fluides répugnants qui s'échappaient du cercueil d'Henri VIII. Ce que vous allez découvrir changera tout ce que vous pensiez savoir sur la mort royale la plus horrifique d'Angleterre. L'odeur de chair en décomposition était si forte que même les travailleurs expérimentés de la cour vomissaient devant le roi. Les chiens léchaient les fluides nauséabonds s'échappant du cercueil du roi Henri VIII. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez des preuves médicales choquantes qui montrent comment Henri VIII est passé de prince doré à monstre de 400 livres. C'est une preuve que les historiens Tudors ont essayé de cacher pendant des centaines d'années. Cela vient de dossiers de médecins de cour nouvellement étudiés et de l'examen de ces restes réels. Mais laissez-moi commencer par vous montrer exactement comment le roi le plus puissant d'Angleterre est devenu cette coquille dégoûtante d'homme. Car ce que vous êtes sur le point d'apprendre change tout ce que les historiens vous ont dit sur la famille Tudor. L'homme qui a tué 2 épouses et a changé la religion d'une nation entière est mort d'une manière si horrible et embarrassante que son propre gouvernement a couvert l'affaire pendant 450 ans. Cependant, des dossiers médicaux secrets ont finalement montré la vérité. Et cela commence par un accident d'équitation qui allait lentement le faire pourrir de l'intérieur. Une faveur rapide. Si c'est une nouvelle information que vous n'avez jamais entendue auparavant, appuyez sur ce bouton « J'aime » pour aider d'autres personnes à découvrir cette histoire cachée. J'ai 3 faits choquants à venir qui vont complètement changer la façon dont vous voyez la famille Tudor. Imaginez ceci, le 24 janvier 1536, palais de Greenwich. Henri VIII, encore assez en forme à 44 ans, charge sur le terrain de tournoi sur son énorme cheval de guerre. La foule retient son souffle alors que le roi d'Angleterre vise son lance contre son adversaire. Le soleil de l'après-midi brille sur son armure spécialement faite. Chaque pièce coûtait plus qu'un travailleur ordinaire ne gagnerait en une vie. Le sol tremble sous le tonnerre des sabots de chevaux alors que 2 géantes en armure se précipitent la main l'un vers l'autre à pleine vitesse. Mais quelque chose tourne terriblement mal. Les chevaux se heurtent avec la force d'un accident de voiture moderne. Le corps armuré d'Henri, ses 300 livres d'homme et de métal s'écrasent au sol gelé. La foule s'exclame d'horreur en voyant son cheval de guerre, un immense cheval élevé pour la bataille, trébuché et tombé. La bête, portant sa propre armure, s'écrase directement sur le roi. Le terrain de tournoi devient silencieux. Les travailleurs de la cour restent figés sur place, trop effrayés pour bouger. Le roi est-il mort ? L'Angleterre vient-elle de perdre son souverain à cause d'un sport ? Pendant 2 heures, Henri VIII reste inconscient, 2 heures durant lesquelles l'Angleterre n'a pas de roi, 2 heures pendant lesquelles Anne Boleyn, enceinte de ce qu'elle espérait désespérément être un héritier mâle, et attend avec crainte des nouvelles. 2 heures qui allaient tout changer. Quand Henri finit par se réveiller, des témoins rapportent hier quelque chose de profondément troublant. Les yeux du roi, autrefois brillants d'intelligence et de charme, portant désormais une lumière différente, quelque chose de plus sombre, de plus imprévisible. Ses premiers mots n'étaient pas de soulagement d'avoir survécu ou de souci pour ses sujets. Au lieu de cela, il a explosé de colère, exigeant de savoir pourquoi le tournoi avait été arrêté. Le prince charmant de la Renaissance, qui pouvait parler 4 langues, qui écrivait de la poésie et composait de la musique, qui dansait jusqu'à l'aube et débattait de théologie avec les esprits les plus brillants d'Europe. Cet homme ne revint jamais complètement du terrain de tournoi ce jour-là. À sa place apparut un tyran paranoïaque avec des sautes d'humeur violentes qui terroriseraient l'Angleterre pendant les 11 années suivantes. Les neuroscientifiques modernes qui étudient les archives historiques croient maintenant qu'Henri a souffert d'une blessure au cerveau, au lobe frontal, la zone contrôlant la personnalité et le contrôle de soi. Les preuves sont solides.
Avant l'accident, Henri montrait une retenue remarquable pour un roi de son époque. Il avait été marié à Catherine d'Aragon pendant plus de 20 ans avant de demander le divorce. Il avait tué relativement peu de nobles par rapport à ses prédécesseurs. Mais après le 15 janvier 1536, les exécutions commencèrent sérieusement. Anne Boleyn perdit la tête juste 4 mois plus tard. Thomas Cromwell, le conseiller le plus proche de Henri, suivrait. Les colères du roi devinrent légendaires. Les serviteurs rapportaient le trouver en train de pleurer de manière incontrôlable. Un instant, puis de crier à l'envie de sang le suivant. Mais la blessure au cerveau n'était que le début du cauchemar médical d'Henri. Le même accident qui brouilla sa personnalité rouvrit également une vieille blessure à sa jambe qui ne guérirait jamais. Et c'est ici que notre histoire prend un tournant, passant de la tragédie à l'horreur corporelle. Maintenant, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'Henri avait déjà subi une précédente blessure à la jambe des années auparavant, probablement due à un autre accident de cheval. Elle y avait guéri, ne laissant qu'une petite cicatrice. Mais l'accident de 1536 déchira cette vieille blessure, l'ouvrant à nouveau, et en Angleterre Tudor, sans antibiotiques ni compréhension de l'infection, une plaie ouverte était souvent une sentence de mort, juste une très lente. Imaginez vivre avec des plaies ouvertes de la taille de balles de tennis sur les 2 jambes. Pas pendant des jours ou des semaines, mais pendant 11 ans, puissant constamment du pus, ne guérissant jamais complètement. La douleur si intense que même le contact le plus doux de drap de lit en soie vous ferait crier. Les notes secrètes du docteur de cour Thomas Vicary, cachées au Royal College of Physicians et découvertes seulement dans les années 60, décrivent des ulcères d'une nature terrible, puants et douloureux au-delà de toute mesure. Les jambes du roi devaient être drainées quotidiennement, parfois 2 fois par jour, remplissant des bols en bronze de fluide infecté que les serviteurs emportaient rapidement, loin de la présence royale. Mais Henri, dans sa vanité et sa paranoïa, essayait désespérément de cacher cette décomposition. Il concevait des bandages spéciaux avec des poids en plomb pour comprimer les plaies, croyant que la pression les fermait. Au lieu de cela coupait le flux sanguin et aggravait l'infection. Il s'aspergeait de parfums coûteux importés d'Arabie, mélangeant de l'huile de rose avec de l'ambre pour masquer l'odeur. Il a même dit à ses peintres de portraits de le représenter avec des jambes impossiblement athlétiques, se tenant dans cette posture de pouvoir célèbre que tout le monde reconnaît. L'infection ne détruisait pas seulement ses jambes, elle y empoisonnait tout son système sanguin. Chaque jour, des toxines provenant des tissus en décomposition pénètrent dans sa circulation, voyageant vers son cerveau, son foie, son cœur. Une analyse médicale moderne des symptômes décrits dans des récits contemporains suggère qu'Henri a développé une infection chronique des os, une maladie osseuse qui libère un flux constant de bactéries, et de composés inflammatoires. D'en penser que dans tout le corps, ces toxines provoquent une cascade de symptômes qui auraient fait de la vie d'Henri un enfer vivant. La douleur constante aurait été insupportable. Imaginez le pire mal de dents que vous ayez jamais eu, mais dans vos jambes, ne s'arrêtant jamais pendant plus d'1 décennie. La fièvre venait et repartait, le laissant trempé de sueur un jour et frissonnant de tremblements le suivant. Son appétit oscillait follement entre nausées et faim sans fin. Mais ce qui était le plus dévastateur, ce sont les effets sur son cerveau. Les toxines traversant son tissu cérébral provoqueraient des sautes d'humeur violentes qui n'avaient rien à voir avec ses émotions réelles. Un moment,
Il pouvait rire à une blague le suivant, ordonner l'exécution de celui qui avait raconté la blague. Des délires paranoïaques devenaient monnaie courante. Il commençait à voir des ennemis partout, convaincu que des serviteurs empoisonnaient sa nourriture, que ses épouses le trompaient, que des assassins étrangers se cachaient dans chaque ombre. En 1540, juste 4 ans après l'accident, Henri avait exécuté sa seconde épouse, annulé son mariage avec la troisième et était déjà à la recherche d'une quatrième. La jeune Catherine Howard attirait son attention, une fille d'environ 17 ans face à ses 50 ans. Le contraste devait être dégoûtant. Voici un roi si gros qu'il avait besoin de serviteurs pour le soulever sur son cheval, poursuivant une adolescente qui, selon les rumeurs, trouvait ses avances si répugnantes qu'elle avait besoin de vin pour endurer son lit. Attendez de voir ce qui se passe lorsque ces blessures deviennent enfin septiques. L'année 1542 marqua un tournant terrible. Les ulcères, qui avaient été gérables, même dégoûtants, pendant 6 ans, s'aggravèrent soudainement. Les notes du docteur Vicari décrivent un changement de couleur et d'odeur de l'écoulement. Là où cela avait été du pus jaune-blanc, cela devint vert, puis brun. Alors, l'odeur évolua d'une simple puanteur à quelque chose que les témoins décrivirent comme l'odeur même de la mort. Le poids d'Henri explosa pendant cette période. Incapable de s'exercer à cause de la douleur à la jambe, mangeant constamment pour détourner son esprit de son misérable sort, il passa de 280 livres, déjà imposantes, à bien plus de 350. Son armure de 1540, préservée à la Tour de Londres, montre une taille de 48 pouces. En 1545, une nouvelle armure devait être fabriquée avec une taille de 54 pouces. Laissez cela s'imprégner, 54 pouces, c'est plus large que la plupart des réfrigérateurs modernes. Le palais devait être modifié pour accommoder la nouvelle masse du roi. Les portes étaient élargies. Vous pouvez encore voir les marques de construction à Hampton Court. Les sols étaient renforcés avec des poutres supplémentaires après que le poids du roi avait causé un affaissement dangereux. Des chaises spéciales furent construites avec des bras pouvant être retirés car Henri ne pouvait plus passer entre eux. Mais ce n'était pas seulement le mobilier qui nécessitait des modifications. La routine quotidienne du roi devint une performance élaborée destinée à cacher sa décomposition. Il se faisait habiller allongé dans son lit, un processus nécessitant 4 serviteurs pour gérer ses membres massifs. Un système de poulies et de slings fut installé pour le soulever. Il était alors transféré dans une chaise roulante, bien que cela fût soigneusement dissimulé au public. J'ai encore 2 révélations choquantes à venir concernant sa mort réelle et le camouflage qui a suivi. Mais d'abord, assurez-vous d'être abonné parce que j'ai une série entière sur les conspirations Tudor que les historiens ne veulent pas que vous sachiez. Activez la cloche pour ne pas manquer la vérité explosive sur l'exécution d'Anne Boleyn. La transformation physique était accompagnée d'un déclin mental tout aussi perturbant. En 1544, des travailleurs de la cour signalèrent des comportements qui dépassaient la simple mauvaise et même mauvaise humeur pour entrer dans le domaine de la folie. Henri tiendrait des conversations entières avec des gens qui n'étaient pas là. On l'observait en train de discuter avec son père décédé, Henri VII, défendant ses dépenses du trésor royal. Il appelait sa mère, Élisabeth d'York, qui était morte alors qu'il n'avait que 11 ans. Le plus perturbant était en ces interactions avec les fantômes de ses victimes. De nombreux témoins rapportèrent voir le roi s'arrêter soudainement au milieu d'une phrase lors d'affaires d'État, son visage se vidant de sa couleur, fixant un air vide. Il murmurait « Non, pas maintenant !» ou « laissez-moi » avant d'exploser de rage contre ses conseillers confus. Un compte-rendu particulièrement détaillé de l'ambassadeur français décrit Henri se mettant soudainement à crier contre une chaise vide, ordonnant à Anne Boleyn de ne pas rire de lui. La paranoïa du roi atteignit des sommets extraordinaires.
Il devint convaincu que ses serviteurs essayaient de l'empoisonner par le biais de ses bandages de jambes. Il exigeait que les pansements imprégnés de puces lui soient apportés pour inspection, les reniflant avec méfiance avant de permettre qu'ils soient brûlés. Il engagea des goûteurs non seulement pour ses repas, mais aussi pour ses médicaments, forçant des serviteurs malheureux à appliquer ces onguents sur leur propre peau d'abord pour tester la présence de poison. À Noël 1546, Henri était devenu une créature à peine reconnaissable comme étant humaine. Les récits contemporains décrivent une figure massive soutenue dans son trône, incapable de se tenir debout sans aide. Son visage avait enflé presque 2 fois sa taille d'origine, les traits déformés par la rétention de liquide. Ses yeux, autrefois bleu vif que les poètes comparaient aux cieux d'été, étaient devenus jaunâtres et injectés de sang, enfoncés profondément dans des poches de chair décolorées. L'odeur venant de la personne royale était devenue impossible à dissimuler. Malgré des livres de parfums, la combustion régulière d'encens et d'herbes fraîches éparpillées sur les sols, la puanteur de la décomposition suivait Henri partout où il allait. Les travailleurs de la cour tenaient secrètement des boules parfumées près de leur nez en s'approchant du trône. Certaines des dames les plus délicates de la cour s'excusaient et vomissaient après des apparitions obligatoires devant le roi. Voici quelque chose qui va vous choquer sur la façon dont il a essayé de cacher son état. Le dernier portrait d'Henri, le célèbre portrait de Whitehall, qui est devenu le modèle de l'image que nous avons de lui aujourd'hui, contient un secret dévastateur. Lorsque la peinture a été radiographiée en 1960 pendant des travaux de restauration, les conservateurs ont découvert que la main gauche du roi, qui semble tenir une simple canne, tenait à l'origine tout autre chose, un bâton en bois surmonté d'un crâne humain. Ce bâton de marche effrayant n'était pas seulement une déclaration de mode gothique. Henri était devenu si obsédé par la mort qu'il portait ce rappel partout. Il tapotait le crâne contre le sol pendant les conversations, une habitude nerveuse qui déstabilisait même ses serviteurs les plus fidèles. Le crâne lui-même était censé être celui d'un moine d'un des monastères dissous, bien que certains chuchotent qu'il appartenait à l'un de ses ennemis exécutés. L'artiste du portrait, Hans Holbein, avait peint ce détail troublant avec précision, mais après la mort d'Henri, son fils, Édouard VI, ordonna qu'il soit recouvert. Le jeune roi ne pouvait pas supporter l'idée que son père soit rappelé comme un fou obsédé par la mort qu'il était devenu. Les archives de la cour de ces derniers mois de 1546 dépeignent une cour en terreur. Les sautes d'humeur d'Henri étaient devenues si extrêmes que les travailleurs de la cour développèrent un système d'avertissement élaboré. Les pages signalaient secrètement l'humeur du roi avec des rubans de couleur, rouge pour la colère, noir pour la dépression, blanc pour les moments de calme de plus en plus rares. Le roi explosait de colère pour les plus petits problèmes. Un serviteur qui éternuait pendant une audience royale était emmené pour interrogatoire en tant que possible assassin utilisant de la poudre empoisonnée. Une dame d'honneur qui avait accidentellement marché sur la robe du roi était bannie de la cour. Les terres de sa famille étaient confisquées. Le plus terrifiant de tous, Henri commença à ordonner des exécutions de personnes déjà mortes, ayant oublié qu'il les avait tuées des années auparavant. Un incident particulièrement glaçant se produisit lors d'un banquet d'État en novembre 1546. L'ambassadeur français rapporta qu'au milieu du repas, Henri se leva soudainement, un processus nécessitant plusieurs serviteurs et lui causant une douleur visible, et commença à crier contre une chaise vide. « Tu oses montrer ta face à ma table, sorcière !» cria-t-il, pointant vers rien. La cour resta figée alors qu'Henri poursuivait son tirade contre ce qu'il croyait être le fantôme d'Anne Boleyn. « Je t'ai déjà pris ta tête, je la reprendrai. »
Il s'affaissa ensuite dans sa chaise, apparemment épuisé, et recommença à manger comme si rien ne s'était passé. Janvier 1547, palais de Whitehall, Henri VIII entre dans son déclin final, et ce qui se passe ensuite est si troublant que son propre gouvernement a réprimé les dossiers pendant des siècles. Les ulcères sur ses jambes avaient atteint une gravité sans précédent. Les notes médicales secrètes du docteur Thomas Wendy, découvertes dans une collection privée en 1881, décrivaient des blessures si profondes que l'os était clairement visible. La chair entourant les ulcères était devenue noire, visiblement une infection de gangrène s'installait. L'odeur était devenue insupportable. Les serviteurs s'évanouissèrent et en changeant les draps de lit du roi, les fenêtres devaient rester ouvertes malgré le froid de janvier, car la puanteur de la décomposition remplissait n'importe quelle pièce fermée en quelques minutes. Le corps d'Henri était devenu une masse pourrie de corruption. Sa peau avait pris une teinte jaune maladive à cause de l'insuffisance hépatique. Les blancs de ses yeux correspondaient lui donnant un aspect inhumain. Sa langue enflait si dangereusement qu'il pouvait à peine parler. Ses mots sortaient comme des sons mouillés et gargouillants qui nécessitaient l'interprétation de ses serviteurs les plus proches. Son haleine sentait la viande en décomposition, signe que l'infection s'était propagée à son système digestif. Le poids massif du roi rendait ses soins presque impossibles. Il fallait 6 hommes forts pour le retourner dans son lit afin d'éviter les escarres, bien qu'à ce stade des escarres se soient déjà formés, ajoutant à son catalogue de chair en décomposition. Ses jambes avaient enflé à tel point que la peau se déchirait à plusieurs endroits, suintant un fluide clair qui imprégnait des dizaines de bandages chaque jour. Mais voici le détail qui me hante à propos de sa souffrance. Le 20 janvier, Henri a connu ce que les médecins reconnaissent maintenant comme le début d'une défaillance multi-organique. Ses reins, submergés par le flux constant de toxines de ses jambes infectées, commençaient à s'arrêter. Son urine, quand il pouvait en produire, était brun sombre et sentait l'ammoniac. Son abdomen enflait de fluide, ajoutant à son tour déjà massif et exerçant une pression agonisante sur ses autres organes. L'état mental du roi pendant ces derniers jours oscillait entre une clarté terrifiante et un délire complet. Dans ces moments lucides, il savait qu'il était en train de mourir. Il suppliait ses médecins de le sauver, leur promettant une richesse inimaginable s'ils pouvaient le guérir. Lorsqu'ils ne parvenaient pas à lui apporter du soulagement, il les grondait, menaçant de torture et d'exécution, bien qu'il lui manquât la force de signer les mandats. Dans ces périodes de délire, Henri révélait la véritable profondeur de sa terreur. Il appelait sa mère, morte depuis près de 40 ans, lui demandant de le protéger des démons qu'il voyait ramper sous son lit. Il avait des conversations avec son frère Arthur, mort en 1502, s'excusant de lui avoir pris son trône et sa femme. Le plus pathétiquement, il appelait sa première épouse, Catherine d'Aragon, lui demandant pardon, bien qu'elle fût morte seule et abandonnée 11 ans plus tôt. La cour maintenait une façade élaborée durant ces derniers jours. Des proclamations officielles continuaient de décrire le roi comme se remettant d'une maladie mineure. Les ambassadeurs étaient informés que Henri se reposait simplement et qu'il les recevrait bientôt. Pendant ce temps, dans les coulisses, Edward Seymour et les autres membres du conseil privé planifiaient déjà la succession, sachant que le roi avait au plus quelques jours à vivre. Le 27 janvier, Henri a subi ce que les médecins modernes reconnaîtraient comme un AVC massif. Le côté droit de son visage s'affaissait grotesquement. La salive s'accumulait sur son oreiller alors qu'il perdait le contrôle de ses muscles faciaux. Son discours, déjà difficile en raison de sa langue enflée,
enflé devenait complètement incompréhensible. Le puissant roi d'Angleterre, qui avait jadis commandé la réforme d'une religion entière par ses mots, ne pouvait même pas demander de l'eau. Pourtant, même dans cette étape, paralysé et pourrissant, Henri essayait de maintenir son contrôle tyrannique. Utilisant sa seule main fonctionnelle, il tentait de signer des mandats de décès. Sa dernière victime prévue était le duc de Norfolk, qui lui avait servi fidèlement pendant des décennies, mais avait perdu sa faveur. La signature était un gribouillage illisible, plus une tache d'encre qu'un nom, mais les serviteurs d'Henri, terrorisés même par le roi mourant, se préparaient à exécuter le mandat. Ce n'est que la mort d'Henri le lendemain qui sauva Norfolk de l'échafaud. Maintenant, c'est ici que l'histoire prend un tournant que les historiens ont essayé de cacher pendant des siècles. Henri VIII n'est pas mort paisiblement dans son sommeil comme le prétendent les archives officielles. Il est mort en hurlant. Le journal privé de l'archevêque Cranmer, découvert dans une bibliothèque du palais de Lambeth en 1983, fournit le seul compte-rendu oculaire des dernières heures d'Henri. L'archevêque avait été convoqué pour donner les derniers sacrements, arrivant au palais près de minuit le 27 janvier. Ce qu'il trouva dans la chambre royale choqua même ce clerc expérimenté. Henri connaissait des convulsions si violentes que 6 hommes devaient le maintenir pour l'empêcher de se blesser davantage. Son corps massif convulsait avec une telle force que le cadre du lit renforcé se fissurait. Entre les crises, il vomissait de la bile noire, un signe que son système digestif saignait en interne. L'odeur était indescriptible. Cranmer a écrit qu'il dut s'excuser 2 fois pour vomir lors de brefs moments de calme. Les yeux d'Henri se fixaient sur des choses qui n'étaient pas là. Il appelait ses enfants morts, les fausses couches et les morts-nés qui avaient hanté sa quête désespérée d'héritier. Il leur promettait d'être un meilleur père s'il revenait simplement. Puis sa voix changeait, devenant aiguë et terrifiée, alors qu'il hurlait à propos de flammes et exigeait que quelqu'un éteigne le feu que lui seul pouvait voir. Alors que l'horloge approchait de 2 heures du matin le 28 janvier, la respiration d'Henri changeait pour ce que les professionnels de la santé appellent le râle de mort, un son mouillé et gargouillant alors que les poumons se remplissent de fluide. Cranmer, suivant la doctrine protestante, demanda au roi mourant de donner un signe s'il croyait en Christ pour le salut. L'archevêque prit la massive main enflée d'Henri dans la sienne et lui demanda de serrer s'il mourait dans la foi de Jésus-Christ. Henri serra une fois faiblement, puis son étreinte devint lâche. À 2h07 du matin, le 28 janvier 1547, le roi Henri VIII d'Angleterre était mort. Mais l'horreur n'était pas finie. En fait, elle allait devenir beaucoup pire. Le corps d'Henri commença à se décomposer à une vitesse choquante. L'infection qui avait ravagé son corps pendant des années ne s'est pas arrêtée. Avec la mort, elle s'est accélérée. En quelques heures, son corps déjà gonflé se dilata encore plus alors que des bactéries produisaient des gaz à l'intérieur du cadavre. L'odeur devenait impossiblement plus forte. Et les serviteurs c'est-à-dire à l'extérieur de la chambre mortuaire pouvaient être entendus en train de vomir. Le conseil privé dirigé par Edward Seymour prit la décision extraordinaire de garder la mort d'Henri secrète pendant 3 jours. Ce n'était pas juste une manœuvre politique. Ils avaient besoin de temps pour déterminer comment gérer le cadavre en décomposition rapide. Le corps était trop lourd et trop décomposé pour être exposé publiquement sans provoquer de scandale. Les embaumeurs furent convoqués en urgence, mais ils faisaient face à une tâche impossible. Lorsqu'ils ouvrirent le corps d'Henri pour retirer les organes en vue de leur préservation, ils découvrirent l'ampleur de la décomposition interne. Le foie était tellement agrandi et malade qu'il se décomposait au toucher. Le cœur, enflé à presque 2 fois sa taille normale, était entouré d'un fluide jaune. Les intestins étaient noirs de gangrène.
Un assistant d'embaumeur s'évanouit lorsque l'estomac fut ouvert, libérant une odeur si concentrée que les travailleurs fuyaient la pièce. Les embaumeurs trimaient frénétiquement pendant 2 jours inéditas, utilisant des techniques qui seraient considérées comme extrêmes, même aux normes Tudor. Ils encombraient la cavité abdominale avec plus de 100 livres de sel et d'herbes aromatiques. Ils enveloppaient le cadavre dans un tissu ciré imbibé de térébenthine. Ils scellaient le tout dans un immense cercueil en plomb qui nécessitait un renforcement spécial pour supporter le poids. Mais même ces mesures extraordinaires ne pouvaient contenir la décomposition de Henry. Pendant le veillé à Whitehall, des témoins rapportèrent des bruits étranges provenant du cercueil, des pops et des gargouilles alors que les gaz continuaient de s'accumuler à l'intérieur du conteneur scellé. Le plomb commença à se déformer. Les responsables drapèrent rapidement en plus de tissu noir sur le cercueil pour cacher sa déformation. Puis vint le cortège vers le château de Windsor le 14 février. Le cercueil d'Henry, pesant près d'une demi-tonne avec ses renforts, nécessitait une chaise spécialement construite, tirée par 8 chevaux. Le voyage, qui aurait dû durer 1 journée, s'étira sur 3, alors que les chevaux luttaient avec le poids et que les routes se transformaient en boue sous la pluie d'hiver. Lors de la 2e nuit, le cortège s'arrêta à l'abbaye de Sion, ironiquement l'un des monastères qu'Henry avait dissous des années auparavant. Le cercueil fut placé dans la chapelle pour la nuit. Ce qui se produisit ensuite était si grotesque qu'il passa dans la légende, bien que des récits contemporains confirment qu'il s'est effectivement produit. La pression des gaz à l'intérieur du cadavre en décomposition d'Henry devint enfin trop forte. Le cercueil en plomb se brisa dans un bruit que les témoins décrivirent comme un coup de tonnerre. Des fluides putridés s'écoulèrent. Se puddle sur le sol de la chapelle. L'odeur était tellement accablante que les gardes fuyaient à leur poste. Et puis vint la dernière indignité grotesque. Le matin, des travailleurs découvrirent que des chiens étaient entrés dans la chapelle pendant la nuit. Ils trouvèrent les animaux léchant les fluides qui avaient fui du cercueil du roi. L'homme qui s'était stylisé comme loin de Dieu, qui avait rompu avec Rome elle-même pour affirmer son droit divin de gouverner, finit par être de la nourriture pour des chiens charognards. Les travailleurs du palais utilisaient de la sure et de la chaux pour absorber les restes, travaillant avec des chiffons attachés sur leur visage. Le cercueil fut hâtivement recellé avec du plomb frais, bien que les dommages à la dignité royale soient complets. Lorsque le cortège atteignit enfin le château de Windsor, Henry fut enterré rapidement sans la cérémonie élaborée initialement prévue. Cette scène grotesque était si dommageable pour la prestige royale qu'Edward Seymour, maintenant duc de Somerset et Lord protecteur, ordonna à tous les témoins de garder un silence absolu sous peine de mort. L'enregistrement officiel indiquait simplement qu'Henry était mort paisiblement et avait été enterré avec tous les honneurs appropriés. La vérité était cachée si efficacement qu'elle n'émergerait que des siècles plus tard à travers des journaux privés et des rapports diplomatiques étrangers. Ainsi, Henri VIII, le roi qui exécutait des épouses, démolissait des monastères et terrorisait une nation, mourut en pourrissant de l'intérieur, hurlant de terreur, son cadavre si putride qu'il explosa dans son cercueil. Le prince doré de la Renaissance, qui avait jadis été appelé le roi le plus beau du christianisme, termina sa vie en tant que masse d'infection et de décomposition de 400 livres. Abandonné par ses courtisans terrifiés, ces derniers restent léchés par des chiens. Si cette histoire cachée vous a fasciné, vous serez étonné par ma prochaine enquête où je révèle la véritable raison pour laquelle Anne Boleyn fut exécutée.
et ce n'est pas ce que vous avez appris à l'école. Cliquez ici pour découvrir la connexion des espions français qui change tout sur l'histoire Tudor. Abonnez-vous pour plus de vérités historiques réprimées et je vous verrai dans la prochaine enquête.